Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dans cet épisode, nous recevons un nouvel invité. Il est actuellement entraîneur à Strasbourg, mais il a débuté sa carrière de joueur à Corbeil-Essonnes. Il nous raconte son parcours de joueur de water-polo jusqu'au Cercle des nageurs de Marseille, mais aussi comment il est finalement devenu entraîneur. Il nous donne sa vision du parcours des nouvelles générations de joueurs, du tournoi olympique et des objectifs de son club. Allez, c'est parti! Olivier, bonjour, merci d'être présent à notre micro. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Bonjour tout d'abord. Oui, je suis Olivier Chambier, donc ancien joueur. J'ai commencé ma carrière jusqu'à 16 ans à Corbeil-Essonnes, dans un petit club parisien. Ensuite, c'est ouvert un sport-études à Aix-en-Provence. Victor Nataf a ouvert un sport-études et j'ai pu rentrer dans ce sport-études. J'ai passé 4 ans à Aix-en-Provence, en National 1, où sur la dernière année, j'ai pu rentrer en équipe nationale. Donc, de là, on n'est pas monté en élite. À l'époque, c'était pas l'élite, mais bon, voilà, on n'est pas monté en élite avec Aix. Donc, je suis parti sur Marseille. J'ai passé 10 ans à Marseille, 10 ans en tant que joueur à Marseille en équipe nationale. C'est pas les plus belles années, je pense, du club du Cercle, parce qu'on a fait un titre et j'ai fait 9 fois second. Donc, c'était pas les plus belles années, mais bon, voilà, j'ai rien à regretter. Derrière, dans mes 2 dernières années de joueur, je suis passé coach. J'ai entraîné les plus jeunes et puis, de là, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur, j'ai pris la formation du club de Marseille, le fonctionnement de la formation et l'entraînement des jeunes. Par rapport à cette présentation, Olivier, tu nous as dit donc que tu avais débuté à Corbeil-Essonnes jusqu'à 16 ans et ensuite tu as rejoint Aix-en-Provence. Comment ça s'est passé cette arrivée à Aix-en-Provence? Est-ce que c'était un choix de ta part? Est-ce que c'était par rapport au projet sportif avec Victor Nataf qui était mis en place, qui t'a fait venir? Voilà, est-ce que tu peux nous détailler cette partie-là déjà pour commencer? Ouais, c'était une opportunité pour moi aussi à Corbeil, on était en National 2. Moi, il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'évoluer. Là, j'ai eu cette possibilité-là qui m'a présenté parce que je faisais toutes les équipes de France jeunes, donc j'avais pu rencontrer Victor sur des stages et voilà, il m'avait proposé ce sport-études et voilà, j'en ai parlé avec mes parents parce que c'était pas évident, hein. Il fallait partir de la région parisienne et ça a été beaucoup de discussions et puis ça s'est fait comme ça, voilà. Alors, juste aussi par rapport à cette expérience-là, ton père était arbitre? Oui, mon père déjà, c'est grâce à lui que j'ai fait du polo parce qu'il jouait à Corbeil justement en National 2. Oui, tu étais déjà joueur, ouais. Oui et ensuite, oui, il a arbitré mais en niveau régional. Il a pas été arbitre, national. D'accord, mais c'est lui qui t'a un peu mis et qui t'a fait venir sur ce sport? Ah complètement, oui, parce qu'en fait, j'étais un peu la mascotte de l'équipe parce que j'accompagnais, j'étais tout petit, j'accompagnais, mon père dans tous les déplacements, voilà, j'étais toujours dans les petits bassins derrière en train de jouer pendant qu'il jouait, donc voilà, c'est comme ça que s'est passé. Frédéric, une première question peut-être pour ton copain de chambre? Ouais, salut Olivier, je suis content de t'avoir avec nous. Salut. Il y a beaucoup de choses à raconter parce que la carrière et de joueur et de formateur et d'entraîneur est longue. Je me rappelle de ton arrivée au Cercle parce que moi, ça faisait 1 année seulement que j'étais là. Tu as dit que tu avais fait, je connais bien ce problème-là. Tu as fait 10 années au Cercle avec 9 places de second et 1 place de premier. Qu'est-ce que, au-delà de la qualité supérieure, on va dire, de Nice à ce moment-là, qu'est-ce qui manquait au Cercle selon toi pour décrocher plus souvent la timbale et pas rester dans ce rang de second qui, pour le Cercle, pour les gens du Cercle, reste une anomalie? Je sais pas, écoute, je pense qu'on avait vraiment, en plus, je pense que là où on l'a gagné, c'était pas forcément l'équipe, la plus compétitive qu'on avait. Après, on s'est renforcé avec des étrangers. Je sais pas exactement pourquoi ça passait pas. Nice avait une bonne équipe, hein, mais voilà, pas de regrets ni de regrets par rapport à ça parce que, j'ai toujours écouté les entraîneurs, j'ai toujours donné à fond, donc
Je sais pas, à un moment donné, ce qu'il y a, ce qu'il y avait pas. J'ai pas d'explication par rapport à ça. Peut-être, je sais pas, sincèrement, j'ai pas d'explication par rapport à ça. Et moi, j'avais une question, quand tu jouais, est-ce que cette trajectoire un jour de devenir, alors peut-être pas entraîneur, parce que formateur et entraîneur pour moi, c'est pas le même métier, mais est-ce que déjà dans ta tête, quand tu jouais, tu pensais déjà à l'après et à la formation ou au coaching en général, ou ça t'est tombé un peu comme ça dessus, sans que tu y penses trop? Non, j'avais ça dans la tête, c'est ce que je voulais faire. J'ai rapidement, stoppé l'école pour, me former parce que c'était vraiment mon objectif. Je voulais être, coach. Je m'étais essayé, sur l'équipe réserve à l'époque, d'Aix-en-Provence et c'était vraiment, de suite j'ai adoré ça. De suite, le rapport humain, voilà, pouvoir, faire progresser les joueurs, c'était vraiment, c'est ce que je voulais faire. Ça m'est pas tombé dessus, c'est de suite, même avant d'être joueur, quand je me suis essayé, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et même une équipe, 1, pas forcément juste de la formation? Tu avais déjà ça comme idée? Non, pas une équipe première. Franchement, je m'étais pas mis ça en tête. C'était, d'abord, entraîner. J'ai vraiment passé des super années à entraîner des jeunes, à former des jeunes. C'était vraiment, voilà, je pensais pas au début, je pensais pas, passer, au niveau élite et puis, voilà, au bout d'un moment, bah, j'ai eu cette opportunité et je me suis lancé. Donc tu as eu des jeunes en formation comme Hugo, Crouzilla, tu as eu Mike Bodegas? Bah, Mike, non, je l'ai pas trop eu. J'ai eu Hugo, bah, j'ai eu pas de joueurs du cercle, hein, heu, Alexandre Camarasa, Romain Vernou, j'ai eu pas mal de joueurs, ouais. Le passage, alors je dis pas que le formateur, il est pas dans la lumière, mais le passage quand même à l'équipe première du cercle, qui est quand même un step, de responsabilité et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Même si tu connaissais évidemment la maison puisque tu as joué 10 ans et puis ensuite tu as été formateur, c'est un club quand même où les attentes sont grandes. Est-ce que entraîner à Marseille et entraîner à Sète et à Strasbourg, est-ce que c'est le même métier? Non, sincèrement, je me suis pas trop posé la question de se mettre la pression ou de la différence parce que, voilà, pour moi, j'ai qu'un objectif, voilà, d'essayer de rendre les joueurs, et l'équipe, la plus forte possible. Donc j'ai ces objectifs-là, j'ai toujours l'objectif de gagner, j'ai toujours l'objectif de et le défi de gagner des titres. Donc, je sais pas, j'ai pas eu cette sensation que, pour moi, quoi qu'il arrive le samedi soir, c'est la même chose. J'ai cette, volonté du travail fait dans la semaine et cette volonté que ça se répercute sur le match le week-end et j'atteigne la victoire. Juste, alors, petite précision quand même, en tant que joueur, je crois que tu jouais pointe, hein, je m'en souviens assez bien. Pas que, mais en tout cas, tu te retrouvais souvent à la pointe et on se retrouvait un petit peu là, l'un contre l'autre. Mais juste, c'était juste une petite parenthèse. Au niveau de quand tu as pris le coaching de l'équipe première du cercle, est-ce que, enfin, je me souviens pas bien, l'année où en fait vous avez regagné ce titre, est-ce que c'était la dernière année où tu as joué ou est-ce que c'était pendant ces 10 années? Ça, je me souviens pas. Et du coup, quand tu es passé entraîneur, est-ce que du coup, je crois que c'est à ce moment-là que peut-être le cercle a commencé à regagner des titres? Alors, non, j'avais arrêté depuis longtemps, hein, quand j'ai repris le cercle. J'avais juste, dans l'équipe devait y avoir, un joueur avec qui j'avais joué, c'était, Frédéric Odon. Les autres, j'avais jamais joué avec eux. Donc, il y avait pas de joueurs à part Fred, j'avais pas d'autres joueurs que je connaissais dans l'équipe avec qui j'avais joué, quoi. Mais donc du coup, une mise en place quand même peut-être plus simple pour prendre l'équipe que quand on a joué avec ses collègues, enfin ses coéquipiers, c'est un peu moins facile quand même. Ah oui, c'est clair. C'est clair que, c'est plus compliqué quand on connaît intimement les joueurs. Donc là, mais après ça s'est très bien passé et voilà, non, le changement de formateur à manager s'est très bien passé, ouais. Tu étais capitaine quand tu jouais aussi, non, au cercle? Ouais, sur la fin, j'étais capitaine du cercle et capitaine de l'équipe de France.
Et puis j'ai joué en pointe, mais j'ai joué en pointe parce qu'il manquait aussi pas mal de pointes à cette époque-là. Mais sinon, au début, je jouais pas du tout en pointe. J'ai fait un peu tous les postes. Donc Olive, t'es resté combien de temps, en tout, entraîneur de l'équipe première à Marseille? 3 ans et demi. 3 ans et demi, 3 titres de champion? Non, 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 on a perdu une saison contre Montpellier là, sur la dernière seconde où il y a le fameux penalty. Le refus de jeu? Voilà, ouais. Oui, 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 je me rappelle, ouais. Ouais, je me refus de jeu d'Igor, enfin le prétendu refus de jeu d'Igor, Kovacevic. Donc tu quittes le cercle après, quasiment, pas loin d'une 23 ans. vingtaine d'années en tout, 23. Et donc tu poses tes valises, dans l'Hérault, à 7. Pendant 2 ans, j'ai fait autre chose. Je suis resté sur Marseille, j'ai monté une association avec une amie, Sandrine M pour, on s'occupait, voilà, on s'occupait de travailler avec des personnes en situation d'obésité. Et c'était, voilà, ça m'a un peu changé et puis j'ai eu cette opportunité, oui, j'ai Seth qui m'a contacté et voilà. Donc tu as replongé dans le polo à 7, où tu as fait un long bail, hein, puisque tu es resté, quoi, 6 ans, 7 ans à 7? 6 ans, ouais. Ouais, 6 ans. 10 ans. Qu'est-ce que tu retires de donc il y a tout à l'heure, Christophe a évoqué une particularité fort juste, de dire que c'est difficile d'entraîner des joueurs avec lesquels on a été coéquipier parce que, quand on entraîne, il faut enlever, cette proximité qu'il y a avec les joueurs. Mais toi, tu as une autre particularité, c'est que tu as été amené à entraîner ton fils, Pierre, donc c'est un rôle toujours un petit peu particulier. Le papa, l'entraîneur, le rôle des autres joueurs et tout ça. Comment ça s'est passé, à ce niveau-là? En fait, Pierre, je l'ai eu, à Marseille. Je l'ai eu quand j'entraînais les jeunes, mais je l'ai eu longtemps. J'avoue que quand il était ado, c'était très, très compliqué parce que dans les soirs, quoi, de réussir à sortir le soir du contexte du water polo, des fois, il y a eu, je vais pas le cacher, il y a eu des petites crises, mais sinon, en grandissant par la suite, quand il est venu après sur 7, on a vraiment, franchement, c'est bon, même si, ben voilà, au fond de moi-même, on sait très bien, comme c'est mon fils, j'ai cette, je peux pas faire autrement, hein, je suis plus proche, quand même de lui. Mais, j'ai pas eu de problème après, par la suite, parce que, voilà, on arrivait à lui, à me prendre comme entraîneur et moi comme joueur et quand on rentrait à la maison, bah, voilà, c'était, le fils et son père, quoi. C'était, 2 choses complètement différentes et je pense que sur 7, il y a pas eu du tout de problème par rapport à ça. Qu'est-ce qui a mis fin à ton aventure à Marseille, dans un premier temps? Et qu'est-ce qui a mis fin à ton aventure à 7? À Marseille, oh bah, les 2 c'était pareil, c'était un peu, pas, comment expliquer? Pas une même, vision de la suite, quoi, de comment ça se passait entre, les dirigeants et puis moi, quoi. C'est à Marseille, ça s'est fait, à chaque fois quand je le dis parce qu'à chaque fois quand j'arrive dans un club, je mets des défis. Vraiment, je pose, voilà, moi, je veux ces résultats-là et si j'atteins pas ces résultats, il y a pas de problème, je comprends complètement que je dois partir. Donc, sur Marseille, je m'étais posé, j'avais dit en 4 ans, avec Marseille, maintenant il faut gagner une coupe d'Europe. Donc, bah, ça s'est pas fait au bout de 4 ans puisqu'on a perdu contre Kazan d'un but là sur les demi ou les quarts de finale. Donc ça devait forcément, voilà, par même moi j'aurais stoppé et puis sur 7, l'objectif c'était en 6 ans de ramener cette équipe en coupe d'Europe. Donc on est parti vraiment de tout en bas, quoi, de l'élite. Maintenant, les joueurs que j'avais, ont vraiment travaillé dur. Je les ai vraiment fait travailler dur et puis au bout de 5 ans, on a atteint ces objectifs. La 6e année, on était toujours dans les objectifs, mais voilà, allez, c'est comme ça convient plus, ça convient plus. Ça, Olivier, c'est des objectifs que tu te fixes toi ou que te fixe le club? Je viens avec ces défis-là, je propose ça au club et qui est OK et voilà, on part là-dessus. Olivier, j'avais une question, quand tu as quitté le cercle, est-ce que, puisque tu es un passionné, tu l'as dit, tu as quitté le nid familial à 16 ans pour te lancer dans le polo. Est-ce que tu as eu peur en quittant le cercle de pas retrouver un club, à la mesure de tes ambitions et donc, par conséquent de devoir t'éloigner du polo? Est-ce que tu as eu cette crainte-là ou pas? Sur le coup, non, puisque, tout de suite derrière, bah, comme je l'ai dit, j'ai créé mon association, je me suis orienté sur autre chose parce que, bah, j'avais pas envie de
d'attendre. J'avais pas envie de rien faire. J'ai fait aussi un diplôme d'études supérieures universitaires dans la préparation physique. Donc voilà, j'ai essayé de continuer à me former et je me suis un peu voilà lancé sur autre chose parce que j'avais pas envie d'attendre. Et puis après voilà, j'ai eu cette opportunité. Peut-être qu'au début, dans ces 2 ans, je me suis dit: «Non, je retournerai pas à Polo», mais quand j'ai eu la proposition de 7, sincèrement, j'étais content parce que ça reste ma passion et le water polo, ça reste vraiment, bah, voilà, j'ai fait ça toute ma vie donc j'étais plutôt content, oui. OK, et donc il y a un petit saut quand même, sans faire injure à qui que ce soit, il y a un petit saut de qualité quand même entre le cercle et 7. Est-ce que c'est difficile je veux pas dire, je veux pas être mais disons quoi, d'entraîner une équipe de moindre qualité? Ou est-ce que toi, tu es un bâtisseur et donc tu te lançais dans un truc en te disant: «Voilà, moi je prends le club et puis je veux l'amener là», toujours dans les objectifs? Parce que on est d'accord, il y avait plus l'objectif de la gagne comme il y a l'objectif à Marseille. Et est-ce que cette situation un peu nouvelle pour toi de pas te battre pour le titre et cetera, est-ce que ça t'a comment tu as réagi par rapport à ça? Mais mais comme je l'ai dit, on fonctionne, quoi, je fonctionne par défi donc vraiment le défi c'était ça, c'était en 6 ans, reconstruire, une équipe, compétitive à 7. C'est sûr que, à la première saison, on n'a fait que perdre, tous les week-ends, mais bah, voilà, l'important c'est de planifier, l'important c'est d'avoir des joueurs, qui comprennent la situation et franchement, les joueurs, ont bossé dur et maintenant certains joueurs qui sont à 7, sont des vrais joueurs, du championnat élite. Donc j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Oui, j'ai eu des problèmes, dans la construction des entraînements parce qu'il fallait vraiment que je revienne sur des points, que je n'avais plus fait depuis la formation, en fait, que j'avais plus fait depuis la formation avec Marseille. Mais je me focalisais pas franchement sur le week-end. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la progression individuelle des joueurs et après, voilà, progresser au niveau des objectifs. Et puis, bah, écoute, maintenant, on va parler de l'aventure, strasbourgeoise. Comment s'est fait le contact entre Strasbourg et toi? Donc on savait que, Yann Clay, enfin, on savait qu'Yann Clay, n'était pas conservé ou qu'il souhaitait mettre entre parenthèses sa vie poloistique. Il y a eu un appel d'offres, vous étiez plusieurs sur le coup, tu as sauté sur l'occasion? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, le lundi, le président de SET, voilà, me dit que c'est terminé. Sincèrement, je ne savais j'étais pas du tout, je ne savais pas qu'Yann Clay à Strasbourg, tout ça, il continuait pas. Je m'étais pas trop, j'avais pas trop pensé à tout ça Toi, et excuse-moi, tu étais partant pour continuer avec cette. ah oui, oui, bien sûr, ouais, je voulais continuer, avec SET dans le travail qu'on avait commencé ensemble. Donc le lundi, voilà, ça se passe comme ça, et le mercredi, j'ai Marc Vidil qui m'appelle pour savoir, si c'était vrai que je partais de 7 et le vendredi, j'ai, Stéphane Lesbière qui m'appelle et qui me dit, «Voilà, est-ce que tu serais intéressé?» Donc bah, j'ai mis, un petit week-end à réfléchir et après je me suis lancé dans la dans l'aventure strasbourgeoise. Mais il y avait rien de planifié, il y avait rien de franchement, ça s'est enchaîné, en une semaine, quoi. En 10 jours, ça s'est enchaîné et c'était voilà. Bon, bien installé à Strasbourg? Ouais, ouais, très bien installé. Bon, et donc tu nous as parlé des défis que tu mets en place, des objectifs que tu te fixes. Strasbourg, c'est une écurie quand même supérieure, quand même, à 7. C'était quoi tes objectifs, perso, en arrivant, dans un groupe quand même plus étoffé et plus compétitif? Non, il est plus compétitif, mais il y a encore pas mal de jeunes qui sont rentrés par rapport, j'ai perdu, pas mal de joueurs par rapport à la saison dernière, hein. Quand on regarde l'effectif, j'ai pas mal de jeunes et l'objectif voilà, le défi de Strasbourg, c'est d'être compétitif et de pouvoir rivaliser avec les premiers, mais tout en, formant, ces jeunes générations, et avoir de plus en plus de Strasbourgeois dans l'équipe qui sont issus de la formation de Marc Vidil. Donc voilà, il y a un peu, 2 défis dans un. C'est pas toujours facile parce que je me retrouve avec, un groupe de 20 joueurs et de ces 20 joueurs, il y en a qui sont au jeu, qui ont participé au jeu et d'autres
avait jamais joué en élite. Donc voilà, c'est un peu compliqué dans ce format-là, mais voilà, l'objectif il est là, on s'est adapté avec Marc et puis tout le staff, parce que j'ai vraiment un staff, un super staff là qui m'entoure, c'est top. Donc on s'est adapté par rapport à ça. Je vais faire une petite parenthèse parce que il me semble qu'il y a, on va dire, une filière un peu marseillaise à Strasbourg. Sur les entraîneurs un peu de ces dernières années, il y a quand même eu Sébastien Béringuel qui est passé par le Cercle, bon, même s'il n'est pas originaire de Marseille, mais en tout cas, il a fait un petit séjour. Il y a eu, dernièrement, juste avant toi, Yann Clé, qui avait fait un petit séjour, il me semble, donc en tant qu'assistant coach l'année précédente. Il y a eu Marc Amardeil aussi, juste, je crois que c'était après une pause et après le titre qu'il avait gagné, notamment en Coupe d'Europe avec le Cercle, le premier titre européen d'une équipe française. Et maintenant, toi, donc, je pense que il y a peut-être un point commun, peut-être Marc Vidil, qui fait la connexion avec tout ce monde, ancien Marseillais aussi. C'est peut-être sans cause à effet, mais est-ce qu'il n'y a pas. C'était avant là, je ne sais pas. Je sais pas, c'était. Oui, moi, j'ai pas réfléchi à ça. Oui, effectivement, il y a des Marseillais qui sont passés par Strasbourg, mais bah ouais, je me suis pas posé la question. C'est pas par rapport à ça que je suis venu à Strasbourg. Non, je pense que c'est pas l'étiquette marseillaise qui fait, mais bon, en tout cas, forcément, on s'appuie quand même sur des compétences et un savoir-faire, qu'on soit pour ou contre. En tout cas, Marseille a, durant toutes ces années, montré, que ça soit en jeunes, maintenant c'est un peu plus dense sur les jeunes, mais en tout cas aussi, voilà, sur l'équipe première, les moyens qui sont alloués pour le water-polo, bon, forcément, c'est l'équipe phare. Donc, peut-être aussi, on prend des gens qui ont cette expérience-là, qui sont dans un club qui est structuré, pour essayer aussi peut-être de structurer les clubs dans lesquels ils se retrouvent. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Après, peut-être c'est pas le choix et l'orientation des dirigeants, mais on pourrait se poser la question. Là, en tout cas, il y a eu, oui, ces premiers contacts avec Strasbourg, c'était intéressant parce que j'avais un vrai staff, quoi. Là, je peux partager avec un préparateur physique qui est Boris Diochet, qui entraîne aussi l'équipe élite de natation. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ce rapport entre l'élite du polo et l'élite de natation. Stéphane Mesguer est vraiment aussi été entraîneur en natation. Donc, il amène son expertise au niveau de la physiologie et de la technique de nage. Donc, je peux avoir plein d'échanges qui sont vraiment intéressantes. Derrière, il y a Marc, on travaille un peu de la même façon, c'est un passionné, et il est incroyable sur un bord de bassin. Donc, avec Perrine, sa compagne aussi, qui entraîne les plus jeunes, et Charles Ramer aussi, qui nous a rejoint, qui s'occupe des U14. Donc, on a vraiment ce staff. Là, c'est top, on peut échanger, on a des réunions tous les lundis matins, on a vraiment un travail sur l'équipe, on réfléchit à optimiser au maximum pour que les joueurs, le potentiel des joueurs, il soit utilisé au maximum. Ça, c'était vraiment intéressant. Tu as un contrat sur plusieurs années à Strasbourg, ou c'est, enfin, même sur les autres équipes précédentes, ou c'est plutôt au coup par coup en fonction des résultats et du projet que tu mets en place en arrivant, en accord avec les dirigeants? À 7, j'avais un CDI, donc j'avais pas forcément de contrat défini. Par contre, à Strasbourg, oui, je suis là pour 3 ans. D'accord. Donc là, l'objectif est assez élevé, donc du côté de Strasbourg, puisque donc l'équipe était engagée sur l'Eurocup, donc avec un parcours, on va dire, qui s'est pas forcément bien fini, en tout cas, nous, de ce qu'on a pu voir. Enfin, je pense que c'était pas les résultats escomptés, mais en tout cas, on était quand même assez optimiste sur la possibilité de l'équipe de se qualifier. Finalement, ça s'est pas fait. Est-ce qu'il y avait vraiment un objectif défini là-dessus, ou c'était juste de dire on va le plus loin possible, on voit, et quels sont un peu les objectifs aussi fixés sur le championnat? Non, la Coupe d'Europe, c'était vraiment de performer. Donc, on prenait match après match, et on a vraiment atteint ce qu'on devait atteindre, parce que déjà, se qualifier pour le tour suivant, c'était
face à des équipes comme OSC, des Hongrois c'était pour nous c'était vraiment déjà vraiment bien et on était content par rapport à ça. Donc après on prenait match après match, on n'avait pas forcément la qualif en visuel, c'était performer. On l'a plutôt bien fait et on est très satisfait du parcours qu'on a eu en Coupe d'Europe. Moi, j'avais une question par rapport au fonctionnement à Strasbourg. Peut-être que c'était le même fonctionnement à 7 d'ailleurs. Est-ce que tu es, entre guillemets, juste entraîneur de l'équipe première ou est-ce que tu as un regard et des directives à donner à tous les entraîneurs de la formation, quels que soient les âges, en disant voilà, le gamin, il faut qu'à 14 ans, il sache faire ça, à 16 ans, il sache faire ça, à 18 ans, pour intégrer l'équipe première, il faut qu'il sache faire ça. Est-ce que tu as un je suppose que oui, mais tu pourras me confirmer. Est-ce que c'est toi qui es un peu l'architecte de tout ça, en donnant une mission et en contrôlant un peu tout ce que font les entraîneurs en dessous? Mais en fait, mes 10 ans à Marseille en tant que formateur et voilà, avec le Pôle Espoir, j'ai pu mettre en place vraiment un plan de carrière. C'était vraiment l'objectif. Donc je suis arrivé à 7 avec ce plan de carrière. Je l'ai mis de suite avant de proposer quoi que ce soit. J'ai mis ça en place et j'ai eu tous les entraîneurs et voilà ce que moi j'attendais par rapport à ce que je voulais quand ils arrivaient en équipe élite. Donc il y a ce plan de carrière des tout petits jusqu'à l'arrivée à l'équipe élite. Et à Strasbourg, je suis arrivé avec un plan de carrière aussi et je l'ai proposé. Après, ils valident les entraîneurs s'ils sont OK et après, il y a pas de souci si on doit faire des changements, c'est pas un problème. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé à Strasbourg aussi. Ils ont plutôt accepté ce plan de carrière avec lequel je suis arrivé. C'est un plan de carrière qui définit, oui exactement, qui définit, à chaque palier, à chaque niveau d'âge, qu'est-ce qu'on attend, de ce que le jeune doit pouvoir faire. Donc voilà, ils ont tout ça comme ça, ils ont des objectifs de travail et c'est pour moi, c'est comme ça qu'on doit travailler avec un plan de carrière et je dois, moi, en tant que coach élite, c'est trop facile de dire, voilà, ce joueur-là, il a pas ça, non, je viens avec ce que j'attends et comme ça, derrière, ils savent, Marc, lui, il s'occupe de la formation, mais il explique, explique aux autres entraîneurs, ce que moi j'ai proposé. Et après, tout le monde le valide, hein. On fait pas c'est pas moi qui impose quelque chose. Je viens avec mon plan de carrière et on regarde s'il y a des choses qui pour eux où on s'adapte aussi au club par rapport au créneau, par rapport à la population, par rapport à plein de choses. Donc, est-ce que ce plan de carrière va pouvoir fonctionner ou pas? Quand tu es parti de 7, Pierre jouait donc à 7, ton fils. Tu as pas réussi à le prendre avec toi dans tes bagages ou il avait tout simplement pas envie, d'aller à Strasbourg? Et qu'est-ce que, tout à l'heure, on a parlé du fait d'être entraîneur de son fils qui est pas toujours évident. Maintenant, tu es un papa adversaire de ton fils, qui est encore, à mon avis, moins évident. Comment ça se passe à ce niveau-là? Bah, surtout quand ils gagnent, quoi, c'est encore plus énervant. Non, ça c'est il y a pas de souci, il est pas venu à Strasbourg parce qu'il avait, voilà, il avait, son école, il a ouvert son restaurant, donc il y a plein de choses dans sa vie, donc il a aussi autre chose que le water-polo. Il fait sa vie aussi, c'est pas si mal que ça, c'est même bien, la preuve. Donc ensuite, jouer contre lui, ouais, c'est un peu compliqué, mais après quand on rentre dans le match, on fait complètement abstraction de ça. Je suis avec mon équipe et je pense plus, c'est un joueur, c'est un adversaire et voilà et lui, je pense que c'est la même chose, hein. On va pas faire attention à dire, voilà, lui, tu le laisses tirer, ça sûrement pas. Et du coup, bah, tu viens de faire allusion, donc Strasbourg s'est incliné en déplacement donc à Montpellier dans un match avancé de la dernière journée de championnat. Alors déjà, pourquoi cette journée-là s'est déroulée le 15 février et pas le 1er mars comme les autres matchs? Donc si tu peux nous apporter quelques éléments là-dessus, parce que on évoque un petit peu régulièrement ce championnat à 8 équipes qui est un peu décevant dans son organisation parce que il y a pas de lisibilité. Les équipes, des fois, on a l'impression qu'elles jouent un peu quand elles en ont envie, presque. Et sur le niveau du championnat,
aussi et bon, je pense que c'était forcément pas le plan, d'aller perdre, à Montpellier, mais enfin, comment tu as vécu ça? Enfin, est-ce que ça contrecarre un petit peu, les plans du départ, du club? Parce que je pense que c'est au minimum de finir peut-être deuxième l'objectif principal, donc voilà, si tu peux nous donner des précisions là-dessus? Bah, déjà, on n'a pas joué le 1er mars parce que, Montpellier avait pas la piscine. Donc on a dû chercher une date et cette date-là n'a pas convenu aux 2 clubs. Non, j'étais pas dans le plan de perdre à Montpellier. Hem, comment ex les explications de j'ai une équipe, encore une fois qui j'ai 8 joueurs qui vraiment, qui sont top niveau, ce qui me permet d'avoir une rotation, sur les pointes entre, Sacha et Aubin et qui donc ça me fait un remplaçant. Derrière, j'ai 2 joueurs voilà, qui ont de plus en plus d'importance, au niveau élite, mais c'est quand même une année où, voilà, ils jouent un peu plus et c'est les 2 frères, Mehdi. Après, c'est encore une fois, que des jeunes. Donc c'est vrai que, l'équipe, elle est pas elle est comment dire? Ça manque un peu de banc, quoi. Je peux pas tourner si j'ai des joueurs qui sont pas dans le match, je peux pas les sortir à un moment donné et avoir le même niveau que, s'ils étaient dans l'eau, même fatigués. Donc des fois et ben, eux, ils passent à côté et puis, bah, voilà, ça fait un match, comme là, tout le monde est passé un peu à côté et ben, ça fait un match comme, ce qui s'est passé à Montpellier. En plus, je pense que toutes les équipes jouent sans pression contre nous parce que, voilà, se disent: «Ah, c'est une équipe du haut du classement, si on perd, c'est pas grave, si on gagne, c'est un bonus» et nous, on arrive toujours dans des configurations où, voilà, on doit toujours être, au même niveau et toujours être bon et être vraiment régulier. Mais c'est vrai que bon, bah, cette année, comme on a pu le voir en Coupe d'Europe, on n'est pas régulier du tout, quoi. Que ce soit, les matchs, on gagne des équipes incroyables, on fait des matchs incroyables et puis derrière, bah, je vais pas dire que c'est des équipes un peu moins fortes, mais quand même, quoi et ben, on arrive à galérer. Mais bon, on va pas chercher d'excuses, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein. Il y a ma nouvelle arrivée, je suis venu avec, plein de nouvelles tactiques, je suis venu avec une vision du jeu peut-être différente. Faut qu'il y a tout le monde s'adapte, peut-être que voilà, moi aussi, il faut que je m'adapte au groupe. Donc il y a plein de choses qui font que mais l'important, c'est que ça travaille, l'important, c'est que tout le monde travaille dans le même sens et que, bah, voilà, on va se servir de toutes ces erreurs pour progresser encore et arriver aux playoffs, avec vraiment, l'optique d'être, régulier. Je sais que des fois, le sport, on essaie de trouver des explications à tout et puis, beh, des fois, il y a tout simplement tout ne s'explique pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y a 2 Strasbourg. Il y a un Strasbourg à la Kibitsono qui bat Hughes de manière convaincante, qui bat Apollon Smyrnis, qui s'incline de peu contre Brescia, qui bat, Montpellier de manière assez convaincante, 7. Et par contre, loin de vos bases, en fait, c'est une toute petite victoire à Nice, d'un but. Vous gagnez 2 matchs au pénalty à Reims et à 7, qui n'étaient peut-être pas prévus dans le tableau de marche. Une défaite à Montpellier et une très lourde défaite, à Marseille. Comment t'expliques éventuellement cela, qu'en déplacement, après il y a eu 3 défaites en Coupe d'Europe à l'extérieur. Comment ça se fait que l'équipe, comme tu dis, qui est de qualité, mais voyage quand même pas super bien en rapport avec le niveau réel de cette équipe-là? Bah, justement, après Montpellier, on a essayé de réfléchir à tout ça avec, tout le staff, avec l'équipe. On essaie bah, voilà, de comprendre pourquoi, on n'arrive pas, à voyager. Le problème, c'est que pareil, on va trouver des excuses, machin, mais il y a pas de pour moi, il y a pas de j'ai pas trouvé la solution encore. Maintenant, la solution, c'est le prochain match à Taverny, voir comment on va réagir, mais on n'a pas voilà, l'important, c'était qu'on se parle, c'était qu'on échange tous ensemble pour ça, pour vraiment, bah, pas forcément trouver des solutions, mais surtout, se mobiliser quand c'est des matchs à l'extérieur et se dire que voilà, maintenant, il faut arrêter de penser on est bon à Strasbourg et pas bon à l'extérieur. On doit être bon toujours et voilà, j'ai pas l'explication. Je pouvais avoir une explication sur quand on avait 2 matchs par semaine, avec la Coupe d'Europe. Là, sincèrement, c'était, éprouvant pour, un effectif,
aussi, voilà, un petit effectif comme on avait, de faire, match de coupe d'Europe, le mardi et match, de championnat avec des déplacements, assez compliqués. Donc, là, oui, on avait un peu d'explication. On a vu que, voilà, avec un effectif, comme ça, on peut pas faire les 2 en même temps. C'est pas vraiment, on l'a vu sur la fin de la coupe d'Europe, c'est éprouvant et les joueurs étaient vraiment fatigués et puis, mais là, maintenant, il y a pas ça, quoi. Il y a pas cette explication-là, donc, je l'ai pas, mais l'important, c'est d'avoir pu échanger, d'avoir pu réfléchir avec tout le staff à, qu'est-ce qu'on allait faire pour que pas forcément trouver des excuses, mais plutôt trouver des solutions pour que ça change et pour que ça voilà, que surtout pour les playoffs, qu'on voyage mieux que ça. Et quand tu signes à Strasbourg, on sort d'un championnat, peut-être le meilleur championnat qu'il y ait eu, enfin, en tout cas, le top 4-5 le plus, puissant, j'allais dire, qu'on ait eu, de l'histoire, avec des vrais matchs, au couteau, d'un haut niveau, avec une qualité de joueurs, une qualité d'effectifs, un peu partout, réelle. Et puis, bah, on a perdu 2 clubs sur le chemin, que sont, Tourcoing et Noisy, 2 clubs, qui étaient dans le top 4-5, en permanence. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Bon, je pense on reconnaît tous que c'est dommage, d'en arriver là. Mais, ton regard de technicien sur ces clubs qui disparaissent, ou qui, sont rétrogradés comme Noisy, ou enfin qui font le choix de redescendre de 2 étages. Comment tu analyses ça? Bah, je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est triste, surtout après le jeu. Après, c'était, même après, j'ai l'impression que, on s'y attendait un petit peu quand même, quelque part, parce que, comment c'est des gens, il y a des gens qui veulent gérer, du sportif, mais qui voilà, qui arrivent de nulle part et qui veulent faire des choses, pas forcément en plus, bons pour le water polo, bons pour le sportif. Ils sont là surtout pour eux, quoi, et souvent ça le problème, quoi. Moi, c'est ce qui pose un problème depuis le début que je fais ce sport, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui parasitent un peu et qui sont toujours là et qu'on les laisse faire, alors qu'ils sont là que pour eux et pas forcément pour, le sportif, pour le joueur, pour l'équipe, pour le beau jeu, et bah, voilà, et à la fin, ça donne ça, et j'espère que le problème, c'est que je suis pas sûr que ça nous sert de leçon, mais enfin, j'espère que ça servira de leçon aux autres clubs. En bon passionné que tu es, je suppose que tu as regardé évidemment les Jeux olympiques. Tu as dans ton équipe le gardien de l'équipe de France, qui était aux Jeux. Comment tu as Alors on a tous, des fois un peu un avis différent. Il y en a qui parlent de déception, d'échec, de désillusion et tout ça. Quel est ton regard de technicien, et est-ce que, Doha nous a pas, je ne veux pas dire nous a pas fait voir plus beau qu'on était, mais est-ce que tu penses que parler de médaille, c'était une communication un petit peu trop, présomptueuse, j'allais dire? Comment tu vois cette chose-là, et comment ton regard sur la compétition en général? Non, moi, je pense que c'était pas j'aurais parlé de médaille aussi, et je pense que c'est pas, c'est peut-être une déception pour les joueurs, mais après, quand on regarde les résultats, vraiment l'équipe, part contre la Serbie, ils ont fait des bons résultats, hein. Qui s'attendaient à un but contre les Hongrois, encore une fois, enfin, ces résultats-là, et je pense que, voilà, tout le monde s'attendait aussi à autre chose, mais moi, j'étais derrière eux à fond. Je pensais qu'ils allaient, je suis pas une déception. Ça doit être une déception, encore une fois, pour les joueurs, mais moi, quand je vois, cette équipe, qu'il y avait, franchement, c'était une belle équipe, et elle a fait ce qu'elle devait faire. Après, bah, ça a pas fonctionné, ça a lâché à un moment donné. Je suis pas, je suis pas, j'ai pas envie de dire, envie de critiquer quoi que ce soit. Non, 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 on critique pas, hein, je critique pas, c'était juste, avoir ton avis. Et c'est vrai que, bah, en fait, l'appétit venant en mangeant, 6e au monde, 4e au monde, avec un emballement, et cetera, et c'est normal que nous aussi on était à fond, Ouais, ouais. et que mais c'est vrai que c'est la première fois vraiment qu'on espère quelque chose au polo. Avant, Bah, c'est pour ça, je pense que c'est pour ça. Je pense que on attendait, voilà, on voulait tous, qu'il y ait la médaille au bout, donc, heu, jamais avant, dans aucun jeu, on aurait pensé à pouvoir faire ça, 4e au monde, maintenant j'espère que ça va pas, je sais pas,
Non, j'ai pas été, moi, je veux pas, j'ai pas été déçu de cette équipe. Elle a tout donné. J'ai été déçu sur le dernier match contre le CR parce que ça a pas été le match, franchement que moi j'aurais voulu voir. Mais sinon, je sais pas, j'ai vraiment pas de, j'ai pas envie de dire, voilà, c'est catastrophique ce que vous avez fait, c'est pas normal. Non, c'est pas du tout ça. Moi, je pense que ils ont montré des choses vraiment, vraiment bien. Et c'est dommage que ça a manqué sur ça, quoi. Sur ce dernier match et sur ce, qu'il n'y a pas eu. Je pense que c'était ambitieux de voir une médaille. C'était bien. Comment, bon, effectivement, on l'a déjà évoqué, la déception, bah, la première déception, forcément, elle est pour les joueurs, parce que c'est eux qui sont dans cette aventure, c'est eux qui sont acteurs des résultats. Mais comment par la suite, bah, une fois que les joueurs reviennent dans les clubs, donc on l'a dit, Hugo Fontani, le capitaine de Strasbourg, doit reprendre un petit peu, la vie du championnat, comment était son rapport ou son retour aussi au sein de l'effectif? Et aussi, j'enchaîne sur un peu une deuxième piste. Là, il y a donc un nouveau projet qui s'est mis en place, enfin avec des joueurs qui ont arrêté, des nouveaux qui ont participé à la coupe du monde, quelques Strasbourgeois, donc bon, Loris Canovas, à la dernière minute qui a pas pu s'y rendre, mais je crois il y avait Steven Vitran, notamment de ton équipe, Hugo forcément, et côté monténégrin, il y avait quand même, pour moi, le meilleur joueur de ton effectif, Vlado Popadic, qui fait très bonne première partie de championnat. Il y avait Voilà, aussi comment ouais, ouais, voilà, Matisma, j'avais oublié, pardon. Mais comment ça se passe, voilà, avec, bah, les anciens sélectionnés, avec le retour dans l'équipe? Parce qu'il faut se relancer dans le championnat et en plus, bah, avec un championnat, un peu amoindri et ce côté, maintenant avec les nouveaux aussi, comment ça se passe, aussi ta relation avec eux et par rapport à l'équipe de France? bien je pense le retour d'Hugo, compliqué. C'est compliqué et c'est même, je pense que c'est encore, un petit peu au fond de lui. Des fois, voilà, il a de cette déception et je pense il n'a pas encore tout évacué, même maintenant. Donc, oui, difficile, difficile. Maintenant, bah, il a pris sur lui et on a pu le voir, il a fait vraiment des matchs, remarquables. Donc, voilà, il a su prendre un peu sur lui, mais je pense que c'est encore un peu au fond de lui, la déception. Le rapport avec les nouveaux joueurs, qui sont en équipe nationale, bah, je sais pas, au contraire, c'est que de la perf, c'est top qu'ils puissent, rentrer en équipe nationale. Donc, maintenant, tout se passe très bien par rapport à ça et que Vlado, il soit en équipe nationale, c'est top aussi. Moi, si le joueur pour sa carrière, il peut progresser en allant jouer des matchs, avec l'équipe nationale, c'est qu'un plus, hein, c'est qu'un plus pour moi et pour eux, c'est top. Je serai jamais un frein par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un rapport, j'allais dire, régulier avec le sélectionneur pour voir un peu où en sont, tes troupes? Pour voir qui progresse pas, qui est dans le dur, est-ce qu'il y a un échange, avec le sélectionneur pour voir un petit peu, où les joueurs potentiellement sélectionnables en sont? Oui, on a eu des échanges, avant la World League. Avant la World League, on a eu des échanges par rapport, à ceux que moi je considérais, voilà, pourraient éventuellement rentrer dans cette équipe. Et puis, là, il nous a envoyé les résultats des tests, mais là, bah, comme il n'y a plus grand-chose, pour l'instant, non, j'ai plus eu de contact. Et comment tu vois globalement je vais pas dire le futur, mais toi, tu as un œil sur les jeunes, donc les jeunes de demain, c'est ceux qui ont 14, 16, 18 ans aujourd'hui. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir avec un vivier de jeunes qui te paraît, prometteur? Ou est-ce que tu penses que ça va être un petit peu, compliqué sur les années à venir? Moi, je pense que ça va être compliqué. Je pense que, qu'on met pas assez, après c'est mon côté formateur aussi que je pense qu'on met pas assez l'accent comme peut-être, nous on a pu avoir, ou moi j'ai pu avoir quand j'étais jeune avec tous ces stages qu'on avait quand même avec les jeunes, avec nationale, ces tournois. Je pense qu'on a un peu, oublié de s'en occuper et je sais pas si, on va pouvoir, avoir cette équipe qu'on avait là.
Je l'espère et j'espère, mais après ça fait 6 ans à 7 que je suis plus, avec les jeunes. Donc moi, j'ai mes jeunes à Strasbourg là, mais je j'ai pas vu tout le potentiel qu'on pouvait avoir autour. Marc me dit qu'il y a des joueurs très intéressants, donc mais je pense qu'au niveau jeune et l'équipe nationale, on leur met pas assez de travail. Alors, en restant un peu sur le côté équipe nationale, projet fédéral, d'après quelques infos, peut-être non officielles encore forcément, il y aurait un changement à la fédération avec la démission du DTN actuel, Julien Issoulier, qui était un peu issu du water-polo, puisqu'il avait remplacé notamment, enfin, il faisait partie du staff avec Gilles Madalena à l'INSEP avant d'en prendre la suite. Du coup, est-ce que tu as des infos là-dessus et comment tu vois aussi l'évolution possible ou la considération possible du polo au sein de la fédération? Alors là, je ne sais pas du tout parce que j'ai déjà tous mes problèmes à gérer à Strasbourg. Je réfléchis pas, je parle pas de ça, franchement, je suis pas au courant de tout ça. J'ai beaucoup de choses à penser, au niveau de mon équipe déjà et beaucoup de choses à penser avec, à comment, performer donc plus par rapport à en plus à cette défaite donc je suis focus sur Strasbourg, je suis focus, avec, mon staff, sur l'équipe et sincèrement, ce qui se passe à la fédération, je ne sais pas du tout. Je suis franc, je sais pas du tout. Olivier, dans ton parcours de joueur et dans ton parcours de formateur, tu as croisé la route d'une personne qui est considérée comme un des papes, j'allais dire, du water-polo mondial depuis très longtemps, qui s'appelle Nicolas Stamenic. Donc, tu l'as eu comme entraîneur quand tu jouais encore au cercle et ensuite, lui continue à entraîner l'équipe première quand toi, tu étais à la formation. Qu'est-ce que tu retiens de ce personnage et qu'est-ce que tu retires de ces années avec lui? Je suppose que ça a dû être extrêmement formateur justement pour toi. Bah, je pense que c'est là où j'ai appris le plus au water polo, quoi. C'est-à-dire que, autant il parlait pas quand il était, coach et j'avais aucun échange avec lui, mais le travail qu'on faisait était incroyable dans l'eau. J'ai vraiment appris, toute ma technique, pour moi, il était un peu tard, mais j'ai vraiment découvert toutes les techniques, grâce à lui. Mais par contre après, la chance que j'ai eue, c'est que quand je suis devenu coach et ben là, on a fait que parler, que parler, que parler et c'était, voilà, il m'a formé au maximum, c'était pas la même personne, je veux dire, pas pareil et j'ai pu apprendre, mais voilà, en plus, moi, j'arrêtais pas de lui poser des questions, donc il était toujours là pour moi, donc j'ai énormément appris avec lui, ouais. Tu t'inspires toujours de lui dans ton travail au quotidien? Oui, oui. Oui, tout ce qui est technique. Après là où pour moi il était, en fait, ce qui était compliqué avec lui, c'est que dans la relation. La relation, c'était compliqué parce que pour lui, c'était le joueur qui devait toujours venir voir l'entraîneur pour apprendre, en fait. Et en France, on sait pas faire ça. En France, les Français, ils ont pas, on n'avait pas envie, je pense, sincèrement, d'aller voir l'entraîneur. En plus, il faisait, son attitude était un peu froide, donc mais moi, je l'ai appris après, quoi. Je l'ai appris après. Il me dit, mais toutes les questions que tu veux me poser, il y a pas de souci, tu viens et on les voit ensemble. Je t'explique et tout mais voilà, je l'avais pas compris en tant que joueur mais encore une fois, en tant que joueur, j'ai appris beaucoup parce que, bah, c'était dans l'eau, quoi, tout ce que je faisais faire. Mais après, quand je suis passé entraîneur et que lui était toujours l'entraîneur, là, j'ai vraiment c'est là où j'ai vraiment, développé ma je dis pas que je fais tout comme lui parce que c'est pas ça, hein. Chaque entraîneur doit faire sa propre vision mais je me suis pas beaucoup inspiré, ouais, surtout techniquement. Et alors on parle de souvent, l'entraînement des joueurs et cetera, mais sur quoi tu t'appuies ou qu'est-ce qui alimente tes réflexions tactiquement, sur les entraînements que tu mets en place? Comment tu travailles, en fait, j'allais dire presque une mise à jour un peu de tes compétences? Au quotidien, ça donne quoi? Mais en fait, j'amène des par exemple à 7, je suis arrivé et on n'avait pas de j'essaie de m'adapter au maximum. On n'avait pas de défenseur pointe qui avait donc on s'est mis sur une défense que personne ne faisait, donc c'est-à-dire la M. On a travaillé à fond, c'est ce système de M et à chaque fois qu'on prenait un but dans un match par rapport à notre défense,
on l'a regardé à la vidéo et on cherchait une solution pour parer à ça. Donc, j'essaie au maximum de m'adapter et de trouver des solutions par rapport à mon équipe. Là, avec Strasbourg, c'est pareil. Hein, j'ai amené mes tactiques, mais c'est pas les mêmes que elles ont un peu changé par rapport à celles de 7 parce que je m'adapte à l'équipe que j'ai j'ai toujours une relation avec les joueurs. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais faire, je leur montre avant, je montre le plan de la planif de l'année, le travail qu'on va faire, le travail en muscu, le travail dans l'eau. Et c'est vraiment, voilà, une chose en commun qu'on fait, c'est parce que, bah, voilà, on a le même objectif. Donc, faut qu'on travaille dans le même sens, faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire et voilà. Et donc, bah, oui, ça peut changer souvent parce qu'on doit s'adapter mais encore une fois, c'est ensemble qu'on trouve les solutions. Alors ça, c'est une question un peu plus vaste, mais qu'est-ce qu'il faut, selon toi, pour être un bon entraîneur? C'est-à-dire quelle qualité indispensable il faut pour être un bon entraîneur? Au-delà de la connaissance, technique ou tactique, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Oh, j'ai pas je sais je vais dire un peu, déjà, il faut être passionné, je pense, ça, c'est sûr et certain. Surtout quand on fait du water polo parce que c'est pas un sport, facile. Ensuite, oui, il faut avoir des connaissances, surtout. Surtout, il faut pas avoir peur d'échanger, d'aller se faire d'avoir des nouvelles visions, là, c'est pour ça que c'est super intéressant parce que je peux échanger un maximum avec, des gens qui viennent pas forcément du water polo ça amène, voilà, ça amène aussi des changements dans ma façon de travailler. Ça amène, et ça, je pense qu'il faut toujours se remettre en question et la chose la plus importante, je pense, c'est pas entraîner pour soi, quoi. C'est vraiment pour les joueurs, quoi. Souvent, il y en a, ils entraînent, c'est pour leur petit palmarès, perso, pour moi, un palmarès, c'est un palmarès de joueur, point barre. Un entraîneur, il y a pas de palmarès, c'est un travail pour les joueurs et c'est eux qui sont dans l'eau, hein. Et puis, c'est tout. Ça, je pense que c'est important et aller au boulot avec le plaisir. Ça reste, voilà, moi, le samedi soir, c'est ce voilà, c'est ce qui me fait, plus kiffer. Donc, je reste, tant que ça y est, bah, j'aimerais continuer, quoi. Donc, mais, voilà, travailler et savoir que le samedi, bah, on va pouvoir, voir si ça a été, bénéfique, voir si ça ce qui n'a pas allé, si voilà, je pense que ça reste ça, quoi, être entraîneur, quoi. Je pense que c'est important. Oui, l'entraîneur, c'est un chef d'orchestre. On dit souvent, on peut faire cette comparaison-là. Ah oui, c'est sûr que, c'est pas je veux dire, encore une fois, c'est pas grâce à moi, par exemple, si, des joueurs ont réussi, je le dis tout le temps, c'est parce que c'est vraiment eux, à un moment donné, qui devaient y arriver, qui ont mis toutes les choses de leur côté pour y arriver. C'est pas grâce à l'entraîneur. L'entraîneur, il est là juste pour accompagner et guider, mais si un joueur doit y arriver, il y arrivera forcément, parce que, voilà, et c'est peut-être ça qui manque maintenant chez les jeunes. Chez les jeunes, il manque cet état d'esprit où, bah, je veux progresser donc, ah ouais, je peux venir nager avec parce que je nage pas bien, je veux progresser sur ça, est-ce que je peux venir travailler plus? Ça n'existe plus, par exemple. Et Hugo Crouzia nageait pas forcément très bien. Maintenant, il venait, après chaque entraînement, il venait se rajouter, natation parce que vraiment, sa volonté, c'était ça, quoi, d'y arriver. Maintenant, on fait du water polo, les jeunes font du water polo, mais voilà, c'est parce que, des fois, je sais pas pourquoi ils font du water. Parce que c'est un sport complètement fou où on doit s'entraîner, faire la muscu tous les jours, après les cours et c'est un sport compliqué et voilà, eux, ça leur suffit alors qu'il y a pas d'objectif au bout. Moi, je sais que mon objectif, quand je viens de Corbeil-Essonnes, pour aller à Marseille, franchement, voilà, mon objectif, il était clair. Je voulais aller dans la meilleure équipe et aller autour des meilleurs joueurs et maintenant, il y a plus ça. Je Il faut du water polo pour avoir du water polo. Oui, ça les potes, mais moi, je peux pas le comprendre parce que c'est dur ce sport et je me dis: «Mais les gars, voilà quoi, vous venez, voilà, vous venez faire, un sport qui est compliqué et vous avez pas d'objectif, vous avez pas de volonté vous savez pas où vous voulez aller, quoi». J'allais justement te poser cette question-là. Sur les 25 années d'entraînement que tu as dû, donner, est-ce que, les nouvelles générations sont plus dures à entraîner qu'avant? Ou est-ce que le changement de génération, toi, tu le vois en tout cas au quotidien?
Alors, tu as répondu en partie déjà à la question. Mais est-ce que c'est plus dur d'entraîner une nouvelle génération maintenant qu'avant? Mais bien sûr que c'est plus dur parce que, ils ont tout maintenant donc un exemple très clair, par exemple Alexandre Cavarassa, quand j'allais le toucher dans sa fierté ou dans son orgueil, que je lui disais, c'est pas bien ce que tu fais et tout, beh, derrière lui, c'était: «Ah ouais Olivier? Ah oui, tu m'as dit que c'est pas bien? Bah, tu vas voir quoi, tu vas voir ce que» il répondait comme ça: «Tu vas voir dans l'eau comment je vais être, tu vas voir» et ça n'existe plus maintenant. Maintenant, si on dit ça à un jeune, tu dis à un jeune qu'il est pas bon, il va te dire: «Ah bah oui, je suis pas bon». C'est ça qui est vraiment compliqué. On peut plus aller toucher dans la fierté ou dans l'orgueil des jeunes, quoi. Ils réagissent pas à ça et moi, c'était ma façon de faire, quoi. J'aimais bien, à un moment donné, heu, embêter un peu, titiller un peu le joueur pour que derrière, eh ben, voilà, montre-moi, quoi et ferme-moi ma bouche parce que, tu vois, je suis bon, Olivier, tu vois, je suis fort. Mais j'ai plus ça, donc c'est un peu dommage et franchement, je le trouve j'ai pas de joueur qui a cet état j'ai plus de joueur qui a cet état d'esprit. Alors que, bah, à l'époque, encore une fois, avec Alexandre, avec Hugo, ils avaient vraiment cette attitude, Olivier, c'est peut-être ce qui fait la différence avec les top joueurs et les moins top joueurs dans tous les sports. Ah, celui qui est plus investi, qui travaille le plus. Le sport a ça de bien quand même que la récompense du travail arrive quand même assez souvent et celui qui se remet le plus en question, qui travaille le plus, qui corrige le plus ses points faibles et tout ça, bah, arrive à un niveau heureusement d'ailleurs que ça marche comme ça, sinon ça serait catastrophique. Arrive à un niveau supérieur, celui qui est moins concerné et qui heureusement qu'il y a encore ça. Mais j'avais besoin d'avoir ton avis par rapport à ces générations nouvelles qui arrivent et par rapport à l'investissement. Je voulais faire un petit saut, qui n'a rien à voir, mais, je voulais te parler à nouveau de Marseille. Marseille qui est donc dans le top 8 européen pour le moment avec une ambition d'aller dans le top 4. Toi, tu les as joués, bon, c'est avec un résultat, qui a surpris un petit peu tout le monde. Dans cette poule-là, tu estimes comment leurs chances d'aller éventuellement titiller le Final Four? Est-ce que tu les vois bien? Sachant que cette année, je le répète tout le temps, mais il y a pas Reco et c'est l'année, Reco prenait toujours un strapontin, d'office. Comment tu estimes un peu leurs chances d'aller dans le Final Four? moi, je pense que Marseille a vraiment une belle équipe. C'est clair et net. Même une équipe, qui, depuis longtemps est assez, vraiment forte. Pas depuis longtemps, mais vraiment plus, comment dire, elle est équilibrée, quoi. Elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a pas de trou. Il y a vraiment non, c'est une très belle équipe. J'espère, franchement, je vais pas dire les chances qu'elles ont, je sais pas les chances qu'elles ont, je sais pas, je suis pas quotidien avec eux, mais avec cette équipe-là, bien sûr qu'ils ont toutes leurs chances d'aller dans les demi-finales, d'aller plus haut, d'aller très haut. Après, il y a plus de Pro Eco, OK, mais il y a une équipe qui est quand même costaud là, très, très costaud, c'est, Ferencváros. Je les trouve vraiment, avec des joueurs vraiment incroyables, mais je pense qu'ils ont largement, leur place, ils doivent jouer à fond leur chance pour aller, le plus haut possible. Je reviens juste un petit truc sur les générations. Est-ce que tes joueurs, quand il y a des matchs de Champions League, parce que maintenant, à la différence de nous 3 quand on a joué, il y avait rien, quoi. Il y avait pas de truc à la télé, il y avait, des fois un 2 minutes sur un FR3 régional. Maintenant, tout est accessible, la Champions League en entier, le championnat. Est-ce que tes joueurs, ils regardent les matchs ou est-ce que, qu'ils sont u non? Mais je vais juste te répondre par une chose. Une fois, j'ai été voir, je dis pas dans quel club, mais j'ai été voir l'équipe, en dessous et je leur ai demandé, «Est-ce que tu connais, combien de joueurs tu connais du PSG?» Donc il m'a cité, «Ouais, je connais ça, je connais lui, lui, lui». Il connaissait toute l'équipe. Je dis, «Cette équipe, de foot là, voilà». Il connaît tout le monde et après je lui dis: «Et comment il s'appelle?» Genre en me montrant un joueur de l'équipe élite et je lui dis: «Comment il s'appelle lui?» Et il savait pas comment il s'appelait le joueur de l'équipe élite de son club. De ton club? Oui, du club. Ah oui. Ouais, de son club. Il connaissait pas le nom. Donc ça répond à tout, quoi. C'est-à-dire que encore une fois, ils font du polo, mais voilà, parce qu'ils font du polo. Ils regardent pas je pense pas que à Strasbourg, Marc, vraiment, amène une culture différente. Il est vraiment bien et les joueurs, ils sont différents. Vraiment, les jeunes, ils sont plus souvent, présents, avec l'équipe élite. Ils s'intéressent. Peut-être parce qu'aussi, on fait en sorte qu'ils s'intéressent. Je sais pas si de eux-mêmes, ils iraient s'intéresser. Je voudrais passer sur un petit côté, pareil, faire pas un saut, mais
sur l'organisation des matchs à Strasbourg. Mmh. Strasbourg, avec le Pays d'Aix Natation, je pense, sont pour moi les 2 clubs qui travaillent autour du match ou autour de leur équipe avec, ce côté spectacle, on va dire, sur, l'habillage du match. Est-ce que toi tu participes à ça ou est-ce que tu rentres dans ce système-là? C'est-à-dire que, effectivement, il y a de la musique, il y a une présentation, assez intéressante, enfin assez belle même, je vais dire comme ça, à Strasbourg. La diffusion du match, même si, avec les lignes, automatiques là, vertes et rouges, perturbe un peu, la perception, quand on regarde le match, diffusé. Mais, il y a un habillage avec, le buteur qui s'affiche, et cetera. Vous avez quand même comment on appelle ça? Un community manager aussi, assez actif sur les réseaux, qui met des statistiques, qui met des choses. Est-ce que toi, tu penses que ça fait partie maintenant enfin, moi, je pense que ça fait partie intégrante, si on veut promouvoir le water polo et le sport en général. Mais est-ce que toi, tu apportes de l'importance à ça? Est-ce que ça a un impact sur ta façon de travailler, sur tes joueurs ou finalement, bon, tu t'en fous complet, quoi? Non, je m'en fous pas du tout, au contraire. Je trouve ça génial. Stéphane Mesguer et Léo Dub, donc Léo Dub, c'est celui qui s'occupe de la communication, ils sont tous les 2 vraiment, dans les organisations des matchs, c'est incroyable. Ils font un taf, incroyable, donc et puis pour la valorisation du club, pour, l'équipe, pour les joueurs, pour moi aussi, parce que l'ambiance, c'est incroyable. Franchement, ça aide et puis pour un petit peu reconnaître notre sport parce que on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup vus, donc les gens, ils viennent, les gens, ils sont présents et ça c'est super, vraiment. Moi, je trouve ça incroyable et ce qu'ils font, à chaque fois tous les 2, c'est top, hein. Et alors, pour le petit truc des LED au fond de l'eau, Stéphane m'a expliqué que, pour le VIP, ça faisait, ça leur plaisait, donc et même dans l'ambiance, parce que peut-être qu'à la vidéo on le voit pas bien, mais dans l'ambiance du match, c'est vraiment top, ça fait bien. Quand il y a la présentation avec les LED au fond, c'est super. Corrige-moi si je me trompe, Olivier, Strasbourg joue en première division en foot, en basket, je crois Oui. pas en hand ni en volley. Est-ce que le polo est bien implanté dans la ville? Comment le polo est perçu? Est-ce qu'il y a une vraie identité? Les gens savent que Strasbourg, est en élite et cetera. Le club a été quand même, a été 2 fois champion il y a pas hyper longtemps. Comment tu juges l'implantation du club? Est-ce que c'est devenu une place forte, le polo à Strasbourg? Là, il faudrait plutôt poser la question à Stéphane. Je pense que oui. Je pense que oui, vu le monde qu'il y avait au dernier match. Le nombre de personnes qu'il y avait au VIP, donc Stéphane fait en sorte que ce soit une place forte. Maintenant, je pense pas que ce soit comme le foot ou comme le basket, vu les salles qu'ils ont et vu le stade qu'ils sont en train de refaire là. Mais ouais, je pense que ça fait partie d'un sport qui est bien implanté sur Strasbourg et c'est important pour nous donc ce spectacle qu'on met à chaque fois, chaque week-end et les résultats sont importants. La vie d'entraîneur, c'est une vie souvent de nomade. On pose ses valises un coup à Strasbourg, un coup à Sète, un coup à Marseille. Est-ce que dans ta réflexion, un jour, si une offre de l'étranger t'était parvenue, suffisamment, plaisante, intéressante, est-ce que tu aurais, franchi le pas de quitter la France et d'aller éventuellement à l'étranger? Là, il faudrait tout de suite que j'aille prendre des cours d'anglais parce que mon anglais est très, très faible. Donc mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, sincèrement, je vis, comme ça au jour de ce que position des défis qu'on peut me proposer. Je pensais mais vraiment pas un jour me retrouver à Strasbourg, sincèrement, ni à Sète d'ailleurs. Donc c'est plutôt je trouve ça plutôt plaisant de pouvoir se dire que, voilà, on peut changer, je sais pas comment expliquer, mais des fois je me pose vraiment la question, je pensais pas un jour me retrouver ici. Mais j'apprécie de pouvoir, changer de vie un petit peu, même si, ma famille m'a pas suivi et que c'est un peu long des fois, j'avoue, hein, parce que, quand on est tout seul, c'est pas pareil que quand on a toute sa famille qui te soutient ou que tu as autre chose à penser. Quand tu es seul, tu as tendance à penser tout le temps au polo, tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça fatigue un peu. Mais non, c'est voilà, j'ai pas réfléchi à l'étranger. J'ai jamais réfléchi à savoir si j'allais entraîner à l'étranger. Franchement, pas du tout. Et
Et est-ce que tu as déjà réfléchi à une équipe nationale, enfin l'équipe de France plutôt, des jeunes ou un jour, alors je ne souhaite pas le départ, de qui que ce soit, mais est-ce que ce serait un manque dans ta carrière si tu devais finir ta carrière sans jamais avoir entraîné une équipe nationale? Encore une fois, pas forcément les seniors, mais une équipe de jeunes. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, Est-ce qu'on t'a proposé? Est-ce que c'est quelque chose qui J'ai déjà eu une équipe de jeunes. J'ai fait un championnat d'Europe avec c'était l'équipe de Hugo Crouzia à l'époque. Donc voilà, les 89-90. Donc j'ai déjà fait les jeunes. Ensuite, il y a eu des pourparlers, mais j'ai eu quelques petits soucis, voilà, avec la fédération, et j'ai vraiment, mais pas du tout envie de travailler dans ce système-là. Ça m'intéresse pas du tout. J'aime bien travailler au quotidien. Voilà, non, c'est pas quelque chose ça sera pas un manque si je fais pas l'équipe nationale. d'accord. Pour revenir un petit peu à l'actualité, parce qu'on va se rapprocher de la fin de cet épisode, vous venez, je crois, d'accueillir une équipe hollandaise pour faire un stage. Du coup, on évoquait tout à l'heure la défaite à Montpellier, donc de se projeter sur la suite. Voilà, ça fait partie un peu de cette remise en question ou pas d'avoir accueilli. C'était déjà prévu et du coup, bah, c'est quoi vraiment l'objectif de fin de saison de Strasbourg? Alors en fait, c'est eux qui voulaient venir. Donc sur cette période, moi, il y a pas d'objectif de travail, mais par contre, ce qui était intéressant, c'est comme on a 3 semaines et demie sans match là, presque un mois. Après Montpellier, j'ai arrêté un cycle de travail par rapport à la muscu et par rapport à l'entraînement. Donc je leur ai mis quelques jours de repos. Donc c'était bien de pas ça tombait plutôt bien parce que cette équipe, en plus, ils sont 6e du championnat de Hollande. C'est pas une grosse équipe, et nous, ça nous permet de peaufiner un peu nos tactiques et de jouer un peu sur du rythme, mais sans se prendre la tête, sans pression, et on reprendra correctement mardi prochain sur un nouveau cycle de travail pour préparer les playoffs. Il y a pas d'objectif de développement, on va dire. Il y a pas d'objectif, mais c'était un objectif où, plutôt que de reprendre entre nous, en plus, après ce match un peu compliqué, c'était plutôt bien de reprendre sur du jeu. Et donc l'objectif au championnat, c'est quoi? Du coup, bon, après, il y a les points lâchés auparavant, mais bah, forcément, en tant que compétiteur, on a envie d'être le plus haut, mais c'est aussi se dire, bah, je veux absolument pas être 4e pour pas avoir le cercle en demi. Est-ce que c'est quoi après? On sait que cette année, ça va être peut-être compliqué de viser la 2, d'être 2 peut-être, bon 3. Et du coup, bah, on se dit, tu te projettes déjà sur l'année prochaine. Ah non, pas du tout. Je suis en préparation des playoffs. J'ai l'objectif d'aller embêter cette belle équipe de Marseille, et puis voilà, j'ai pas du tout autre chose dans la tête que ça. C'est sûr qu'on veut pas être 4e, ça c'est clair et certain, et clair et oui, donc on va tout faire pour, mais après, non, non, objectif les playoffs et performer. Est-ce que 2e, ce serait, je veux dire, Marseille domine le polo, j'allais dire comme le PSG domine le foot en France. Est-ce qu'être 2e, ce serait pas finalement je veux pas dire une petite victoire, mais d'être le premier des prétendants, d'être le premier des seconds, entre guillemets? Est-ce que ça serait une «satisfaction» entre guillemets pour toi? On a réussi déjà à être en finale et à montrer quelque chose en finale contre Marseille, de la Coupe de France, pardon, à être en finale de la Coupe de France. Le problème, c'est que si on commence à dire que si on se satisfait de la 2e place, et là, on va finir à la 2e place. Donc j'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de me dire finir le championnat dans de bonnes conditions, avec solutionner un peu ces petits problèmes de régularité de jeu dans le match et à travers les matchs. Ça, c'est la priorité avec l'équipe, et ensuite les playoffs. On verra comment ça se passe aux playoffs. Alors même si c'est tôt et même si évidemment je te demande pas de nom, est-ce qu'au fur et à mesure de la saison, tu, mets déjà t'inscris un peu sur des tablettes des joueurs que tu souhaiterais voir rejoindre Strasbourg? Est-ce que tu es déjà dans un truc ouais, est-ce que tu es complètement 100% focus que sur la saison ou est-ce que tu regardes un petit peu, pour l'année prochaine, les manques que vous avez et les possibilités que vous auriez de combler ces manques-là? Non, c'est bien sûr qu'on y réfléchit déjà. On y réfléchit parce que c'est l'époque, c'est le moment d'y réfléchir. Maintenant, il y a pas de j'ai
Voilà, j'ai pas encore pas pris on n'a pas pris de décision, mais on réfléchit à qu'est-ce qu'il faudrait pour être le plus performant, avec les moyens qu'on a, quoi. Avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on ferait pour être plus performant l'année prochaine? On y réfléchit, mais il n'y a pas encore de choses, concrètes. On arrive donc à la fin de cet épisode, mais avant de conclure, comme on le fait régulièrement, si tu nous as aussi déjà écouté, est-ce qu'une personne, du polo ou pas, tu aimerais bien l'entendre à ce micro, être à ta place, à répondre à nos questions pour un prochain épisode? Là, je sais pas, sincèrement, là, je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas réfléchi. On t'a pris de court, ça veut dire que tu n'écoutes pas les épisodes, hein? Je suis désolé, ouais, je vais être franc, j'ai écouté le premier et après je suis un peu passé à côté. Nicolas Stamenic, Ah oui, ça serait sympa, ouais. Ça serait bien. Bah, Nicolas Stamenic, il a un peu disparu des radars, hein. Frédéric Otto quand on avait fait le podcast, il nous avait proposé Alain Weiss du basket et éventuellement Nicolas Stamenic si on arrivait à le retrouver. Mais apparemment, il a coupé avec le polo. Et des fois, j'ai regardé le match à Belgrade-Marseille pour voir si ils font des gros plans des fois dans les tribunes pour voir s'il n'était pas là. Mais apparemment, non, il s'est un peu retiré des bassins. D'accord. Merci beaucoup Olivier d'avoir répondu à nos questions et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci, ciao. Merci, au revoir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.